Salut à tous la famille et bienvenue dans ce nouveau numéro de Can Inside. Aujourd'hui, on doit parler de l'Algérie. On doit parler de cette nouvelle liste dévoilée par Vladimir Petković pour la trêve internationale. Et je vais être très direct avec vous les gars. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque nouvelle liste de Petković, c'est de pire en pire. Sérieusement. Alors oui, je le concède, ça peut arriver à tous les coachs du monde de faire des erreurs. Ça peut arriver à n'importe quel sélectionneur de se tromper sur un ou deux joueurs lors d'un rassemblement. C'est humain. Mais s'entêter dans ces mêmes erreurs, continuer à forcer avec des choix qui ne marchent pas, de trêve internationale en trêve internationale, refuser de voir ce qui saute aux yeux de tous les observateurs, c'est ça le vrai problème avec lui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet tactique, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter à tous un excellent mois de Ramadan. Ramadan Moubarak à tous. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières et surtout qu'il apaise nos cœurs. Quand on voit actuellement à quel point le football, et encore plus le football africain, avec les polémiques récentes qu'on a pu traiter, peut nous diviser, créer des clans et de la haine sur les réseaux, on espère vraiment qu'en ces temps très compliqués, on arrivera à retrouver un peu de cette solidarité et de cette bienveillance qui nous caractérise. Maintenant, refermons la parenthèse et revenons à cette équipe d'Algérie. Parce qu'il y a un truc hallucinant qu'il faut souligner d'entrée. Avant même de parler des joueurs convoqués, j'ai une remarque à faire sur le fonctionnement de ce staff. Non mais on marche sur la tête. Si tu me ramènes un génie tactique absolu, si la fédération signe Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou Jürgen Klopp, à la limite je ferme les yeux. Tu te dis ok, c'est la barrière de la langue, c'est le prix à payer pour avoir le meilleur du monde. Mais là on parle de Vladimir Petković. Tout ce cirque logistique c'est pour Petković. Le mec bénéficie déjà d'un salaire astronomique. Rappelons que c'est l'entraîneur le mieux payé de tout le continent africain actuellement. Et en plus de ça, il faut salarier une armée de traducteurs juste pour qu'il puisse aligner 3 mots devant la presse. C'est là que ça devient complètement incompréhensible. C'est là que je vous dis qu'on navigue de découverte en découverte et que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, passons sur la forme qui est déjà problématique et attaquons le fond du problème, le terrain et les joueurs. Paradoxalement les gars, et c'est peut-être la seule lueur d'espoir de ma vidéo aujourd'hui, quand je regarde attentivement cette liste, je me dis que le secteur qui est en train de devenir le plus rassurant, c'est la défense. Oui, la défense algérienne, qui a été pointée du doigt pendant des mois, commence vraiment à montrer des signes de progression par rapport aux autres lignes. Mais alors, si la défense se stabilise, le reste de l'équipe, et particulièrement le poste de gardien de but, c'est une toute autre histoire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si la défense commence, avec le temps, à donner de légers motifs d'espoir, il y a un autre secteur où c'est l'alerte rouge écarlate. Le poste de gardien de but, on n'en parle même pas. C'est un chantier colossal, les gars. C'est très compliqué. L'entêtement de Petković à ce niveau-là me dépasse. Prenez le cas de Lucas Zidane. On l'a vu à l'œuvre sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations et soyons honnêtes, c'était catastrophique, les frères. Il n'y a pas d'autre mot, c'était un naufrage. On l'a vu en particulier sur ce match couperé contre le Nigeria. Quand tu analyses les 2 buts encaissés par l'Algérie ce jour-là, sa responsabilité est totale et clairement engagée. Des erreurs de placement, des interventions ratées. Et malgré ça, on continue de faire comme si de rien n'était. C'est ce refus de se remettre en question qui frustre énormément les supporters. Ensuite, quand on monte d'un cran sur le terrain et qu'on s'attarde sur le secteur offensif, c'est là qu'on se rend compte à quel point cette liste est un immense paradoxe. L'attaque de l'équipe nationale algérienne aujourd'hui, c'est vraiment très hétérogène. C'est le grand écart permanent. D'un côté, tu as de très bons joueurs, des profils vraiment super intéressants qui ont le talent pour te débloquer n'importe quelle situation. Je pense notamment à un joueur comme Anis Hadj Moussa. Alors oui, il ne traverse peut-être pas la meilleure période de sa carrière actuellement, il n'est pas dans la forme de sa vie, mais on connaît son potentiel percutant. Tu as Mohamed Amoura avec sa vitesse foudroyante, tu as Amine Gouiri, pareil, même s'il connaît des coups de mou en club, ça reste intrinsèquement un joueur de très haut niveau, techniquement au-dessus de la moyenne. Mais à côté de ces cadres et de ces valeurs sûres, tu as le revers de la médaille. Tu as des joueurs qui, je suis désolé de le dire aussi crûment, semblent complètement dépassés par l'exigence du niveau international. Et puis tu as les grandes inconnues de Petković, des mecs qu'on connaît à peine. Prenez Fares Gedjemis qui évolue à Frosinone en Italie. Honnêtement, je ne le connais absolument pas à ce niveau d'exigence. On va le découvrir sur cette trêve internationale, on lui laisse le bénéfice du doute, mais c'est un pari. Pareil pour un profil comme Ben Bouali, ça va être la
totale découverte de ce rassemblement. Le problème de fond, les gars, c'est pas de tester des nouveaux. Le problème, c'est que cette attaque pourrait être tellement plus intéressante et tellement plus créative. Et c'est là que les choix du sélectionneur deviennent complètement illisibles et injustes. Comment tu peux m'expliquer l'absence d'Ilan Kebal? C'est tout bonnement incompréhensible. Le mec sort de saison pleine, il a une qualité de passe et une vista incroyable. Tu le convoques, tu l'emmènes à la CAN et au final, il n'a eu absolument aucun temps de jeu durant toute la compétition. 0 minute. Tu le prends pour le laisser sur le banc alors que l'équipe manque de créativité et juste derrière, à la trêve suivante, tu le zappes complètement de la liste. C'est une gestion humaine et sportive qui n'a aucun sens. C'est du gâchis pur et simple. Et d'ailleurs, en parlant de gâchis et d'absence qui font mal à l'équipe sur le plan tactique, il y a un nom de poids qui manque cruellement à l'appel en pointe de cette attaque et on va en parler tout de suite. Et puisqu'on parle de gâchis et de choix tactiques qui n'ont ni queue ni tête, comment ne pas s'attarder sur l'absence de Bagdad Bounedjah? Franchement les gars, c'est incompréhensible. Alors oui, je vous entends déjà d'ici, on peut lui reprocher plein de choses à Bounedjah. On sait qu'à la finition, ça peut parfois être frustrant, ça peut être compliqué, il rate parfois des occasions qu'il ne devrait pas rater, d'accord. Mais tactiquement, ce qu'il apporte à cette sélection algérienne est monumental. Le travail de l'ombre qu'il abat sur un terrain, c'est une masterclass. Tenez, pour vous prouver que je ne parle pas dans le vide, même le sélectionneur du Nigeria l'avait avoué à demi-mot. Quand il a vu la feuille de match et qu'il a constaté que Bounedjah n'était pas titulaire contre eux, il s'est dit que c'était une excellente nouvelle pour sa défense. Et il a eu totalement raison, parce que Bounedjah, à la relance, il est ultra précieux. Quand l'équipe est sous pression, quand tu es obligé d'allonger le jeu et de balancer de longs ballons devant, il a cette capacité unique à peser sur les défenseurs centraux, à jouer en point d'appui et à dévier des ballons de la tête pour ses ailiers. C'est un poison constant. Son absence dans cette liste est vraiment dommageable pour l'équilibre de l'équipe, même si, heureusement, on a des retours offensifs qui vont faire un peu de bien. Mais si l'attaque pose question, que dire du milieu de terrain? Là encore, le constat est similaire. On souffle le chaud et le très froid. On a des joueurs de grande qualité, des profils vraiment intéressants. Tu as un Maza qui est dans une forme étincelante et qui mérite sa place. Tu as Fares Chaibi qui, l'air de rien, n'a pas fait une mauvaise CAN du tout. Il a montré de belles choses. Hicham Boudaoui, c'est pareil, c'est une valeur sûre. J'ai même une pensée pour Oussem Aouar. Je sais qu'il a été énormément critiqué par une partie des supporters, mais je reste persuadé que c'est typiquement le genre de joueur qui aurait pu débloquer des situations à la CAN, surtout dans nos moments de creux où l'équipe manquait cruellement d'idées. Mais là où je pète littéralement un câble, là où je ne comprends plus rien au projet de Petkovic, c'est sur un nom précis. Les gars, qu'est-ce que Rami Zerouki fait encore dans cette liste? Expliquez-moi. Non vraiment, qu'est-ce qu'il fait là? Quand on a vu sa CAN catastrophique, quand on a vu son match contre le Nigeria, je vous en parle en connaissance de cause les frères. Ce match de l'Algérie contre le Nigeria, j'ai eu la chance, ou la malchance devrais-je dire, de le voir en direct depuis les tribunes du stade à Marrakech. Et je vous le dis droit dans les yeux, sa prestation était un désastre absolu. Désastreux. Depuis les tribunes, tu as une vue d'ensemble, tu vois les déplacements que tu ne vois pas toujours à la télé. Et tu te rends compte à quel point tactiquement, c'est du grand n'importe quoi avec lui. Le mec court partout, mais il court dans le vide. Il n'a aucun sens tactique, aucune intelligence de jeu, aucun sens de l'anticipation. Que ce soit balle au pied à la construction ou dans son placement défensif, c'est dramatique. Il est constamment à contretemps. Je ne comprends pas, mais vraiment pas, comment un sélectionneur professionnel peut encore coucher son nom sur une liste en le considérant comme un titulaire en puissance, surtout quand tu vois les joueurs de talent que tu laisses sur le carreau à sa place. Et justement, en parlant des joueurs sacrifiés au milieu de terrain, il y a des noms qui auraient mérité 1000 fois leur chance aujourd'hui. Et c'est bien ça qui me rend fou les gars. Quand tu t'entêtes à titulariser un joueur comme Zerouki qui passe complètement à côté de ses matchs, le vrai drame, c'est que tu prives d'autres profils d'une chance qu'ils méritent 1000 fois plus. Tu as des joueurs de ballon qui sont laissés sur le carreau sans aucune explication logique. Prenons le cas de Nabil Bentaleb. Alors oui, je suis d'accord, il n'a pas un temps de jeu extraordinaire avec le LOSC en ce moment. Sa situation en club n'est pas optimale. Mais sur un terrain, en termes de vision de jeu, de grinta et d'expérience internationale, c'est un joueur qui peut apporter une stabilité énorme. Même chose pour Imad Abdelli. On le sait, c'est un contexte très compliqué pour lui en ce moment du côté de l'OM. L'environnement est lourd, la pression est folle et ses prestations ne sont peut-être pas toujours extraordinaires tous les week-ends. Mais honnêtement, il a tellement sa place dans ce groupe, à la place de plusieurs joueurs qui sont là uniquement grâce à leur statut. Et des joueurs créatifs, capables
capable de casser des lignes au milieu. On en manque cruellement. Mais bon, à côté de ces absences inexplicables, il y a un nom dans cette liste qui fait énormément parler et sur lequel on doit s'arrêter, Adil Aouchiche. Alors là, les frères, on touche à un sujet ultra sensible, celui des binationaux. Honnêtement, si on était il y a quelques années, la convocation d'Aouchiche aurait provoqué un tollé général. On aurait tous crié au scandale et on l'aurait qualifié de pur opportuniste. Pourquoi ? Parce que le mec s'est toujours considéré comme français sportivement parlant. Il a toujours eu l'équipe de France en ligne de mire. Il a refusé l'Algérie à plusieurs reprises quand il était considéré comme la future pépite du PSG. Et aujourd'hui, comme par hasard, une fois que sa carrière a pris une trajectoire beaucoup plus compliquée, qu'il s'est retrouvé au fin fond de l'Écosse pour finalement atterrir en deuxième division allemande du côté de Schalke 04, bizarrement, le maillot algérien l'intéresse. Sur le papier, c'est la définition même de l'opportunisme. Mais vous voulez que je vous dise la vérité, les gars ? Quand on regarde un peu plus loin que le bout de notre nez, quand on observe ce qui se passe actuellement partout en Afrique, on se rend compte que c'est devenu le foutoir absolu. C'est du grand n'importe quoi sur tout le continent. Il n'y a plus aucune règle. L'Algérie avec le forcing pour Lucas Zidane, c'est déjà lunaire. Mais regardez nos voisins. Le Maroc qui va s'humilier pour amener Issa Diop, un joueur qui a littéralement craché sur la sélection. La Tunisie qui court après le frère de Sami Khedira. Et alors la Palme d'Or, le record absolu du ridicule, ça vient de tomber cette semaine avec la Mauritanie. Les gars, est-ce que vous êtes prêts pour ça ? La Mauritanie vient de naturaliser un joueur de 32 ans qui n'a absolument rien à voir avec le pays. Aucun lien de sang, aucune origine, rien. Il a obtenu la nationalité sportive mauritanienne uniquement parce qu'il s'est marié avec une Mauritanienne. J'avais jamais vu ça de ma vie. Le mec a battu tous les records de l'opportunisme international. C'est de découverte en découverte avec la CAF. Ça va de mal en pis. Du coup, quand on remet les choses dans leur contexte, voir Adil Aouchiche, qui n'a que 23 ans et qui a de vraies origines, débarquer en sélection algérienne aujourd'hui, c'est très triste à dire, mais ce n'est même plus le scandale du siècle. C'est presque devenu banal. Maintenant, il est là, on va juger sur pièce et voir ce qu'il peut réellement apporter sur le rectangle vert. Mais au fond, tout ça nous ramène au même problème. Celui qui tire les ficelles, c'est le sélectionneur. Et oui, au final, tout revient inévitablement à un seul homme, le sélectionneur national. Encore une fois, les frères, on nous a vendu Vladimir Petković comme un grand technicien, un coach expérimenté qui devait nous ramener son bagage européen. On nous répète qu'il est censé connaître le football de très haut niveau, qu'il a réalisé de belles choses à l'échelle internationale, notamment son long mandat avec l'équipe de Suisse. Mais la réalité du terrain africain, c'est autre chose. Et cette expérience, honnêtement, tu ne la ressens absolument pas dans sa gestion de l'équipe d'Algérie. Tu ne t'en rends même pas compte quand tu analyses froidement ses choix de joueurs, quand tu écoutes ses conférences de presse où il a besoin de 2 traducteurs, quand tu vois l'illisibilité de son projet tactique. Moi, je suis désolé, je le dis haut et fort. Avec ce coach-là aux commandes, c'est devenu extrêmement difficile d'être optimiste pour l'avenir des Fennecs. Il y a une cassure. Mais malgré tout ce pessimisme ambiant, malgré la frustration légitime que je viens de vous exposer, je vous avoue une chose, j'ai quand même vraiment hâte de voir cette équipe sur le terrain lors de cette trêve. Pourquoi ? Parce que sur le papier, ça va être des matchs amicaux hyper intéressants à suivre. On va affronter des styles de jeu complètement différents. Le premier match contre le Guatemala, bon, ça risque d'être un peu plus fermé, un peu plus compliqué à décrypter sur le plan de l'intensité, même si ça reste un test. Mais l'affiche qui me fait vraiment saliver, le match de fou absolu, ça va être contre l'Uruguay. Là, on part d'une véritable opposition de style, un test grandeur nature face à une nation majeure du football mondial, réputée pour sa grinta légendaire. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais l'Uruguay, c'est un adversaire qui, d'une certaine manière, se rapproche énormément du style de jeu qui pose historiquement le plus de problèmes à l'Algérie. C'est une équipe rugueuse, très agressive sur le porteur du ballon, qui te presse haut, qui te harcèle, un peu à l'image du Nigeria ou de ce qu'on a pu voir contre la Suède en amical par le passé. Et c'est précisément face à ce genre de bloc compact et oppressant que l'Algérie de Petković a le plus de mal à exister, à ressortir proprement le ballon et à créer du jeu. C'est le révélateur ultime. Si on arrive à développer notre football et à imposer notre rythme contre l'Uruguay, on aura fait un grand pas en avant. Si on coule sous la pression,
Eh bien, ça confirmera malheureusement toutes mes craintes sur le fond de jeu de cette équipe. On a vraiment hâte de voir cette rencontre et je pense sincèrement qu'on aura l'occasion d'en reparler et de vous préparer une petite vidéo d'avant-match bien complète là-dessus pour décortiquer les enjeux tactiques. Voilà la famille, c'est tout pour l'analyse de cette liste qui, comme d'habitude avec Petkovic, fait couler beaucoup d'encre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la convocation d'Aouchiche, de la mise à l'écart de Bounedjah et surtout de l'entêtement avec Zerouki. Le débat est ouvert, on se retrouve ce soir sur Twitch pour en discuter en direct. D'ici là, prenez soin de vous, passez d'excellents moments avec vos proches et encore une fois, Ramadan Moubarak à tous les frères et sœurs. C'était Can Inside, à très vite.